podcast ASMR et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 6 du collier de la reine d'Alexandre Dumas, donc au chapitre 2, partie 6 qui sera disponible également sur Spotify dans mon podcast Compte sur moi. Alors abonnez-vous et détendez-vous, je vous souhaite une belle écoute. Où nous avons trop compté sur la mémoire de notre lecteur, où nous pouvons espérer qu'il connaît déjà cette rue Saint-Claude, qui touche par l'est au boulevard et par l'ouest à la rue Saint-Louis. En effet, il a vu plus d'un des personnages qui ont joué ou qui joueront un rôle dans cette histoire, la parcourir dans un autre temps, c'est-à-dire lorsque le grand physicien Joseph Balsamo y habitait avec sa sibylle Lorenza et son maître Altotas. En 1784, comme en 1770, l'époque à laquelle nous y avons conduit pour la première fois nos lecteurs, la rue Saint-Claude était une honnête rue, peu claire, c'est vrai, peu nette, c'est encore vrai, enfin peu fréquentée, peu bâtie et peu connue. Mais elle avait son nom de saint et sa qualité de rue du Marais, et comme telle elle abritait, dans les 3 ou 4 maisons qui composaient son effectif, plusieurs pauvres rentiers, plusieurs pauvres marchands et plusieurs pauvres oubliés sur les états de la paroisse. Outre ces 3 ou 4 maisons, il y avait bien encore, au coin du boulevard, un hôtel de grande mine, dont la rue Saint-Claude eût pu se glorifier comme d'un bâtiment aristocratique. Mais ce bâtiment, dont les hautes fenêtres eussent, par-dessus le mur de la cour, éclairé toute la rue dans un jour de fête avec le simple reflet de ses candélabres et de ses lustres, ce bâtiment, disions-nous, était la plus noire, la plus muette et la plus close de toutes les maisons du quartier. La porte ne s'ouvrait jamais. Les fenêtres matelassées de coussins de cuir avaient sur chaque feuille des jalousies, sur chaque plainte des volets, une couche de poussière que les physiologistes ou les géologues eussent accusé de remonter à 10 ans. Quelquefois, en passant désœuvré, un curieux ou un voisin s'approchait de la porte cochère et au travers de la vaste serrure examinait l'intérieur de l'hôtel. Alors, il ne voyait que touffes d'herbe entre les pavés, moisissures et mousse sur les dalles. Parfois, un énorme rat, suzerain de ce domaine abandonné, traversait tranquillement la cour et s'allongeait et plongeait dans les caves. Modestie bien superflue, quand il avait à sa pleine et entière disposition des salons et des cabinets si commodes où les chats ne pouvaient le venir troubler. Si c'était un passant ou un curieux, après avoir constaté vis-à-vis de lui-même la solitude de cet hôtel, il continuait son chemin. Mais si c'était un voisin, comme l'intérêt qui s'attachait à l'hôtel était plus grand, il restait presque toujours assez longtemps en observation pour qu'un autre voisin vînt prendre place auprès de lui, attiré par une curiosité pareille à la sienne. Et alors presque toujours s'établissait une conversation dont nous sommes à peu près certains de rappeler le fond, sinon les détails. Voisin, disait celui qui ne regardait pas à celui qui regardait, que voyez-vous donc dans la maison de monsieur le comte de Balsamo? Voisin, répondit celui qui regardait à celui qui ne regardait pas, je vois le rat. Ah, voulez-vous permettre? Et le second curieux s'installait à son tour au trou de la serrure. Le voyez-vous? Disait le voisin, dépossédé au voisin en possession. Oui, répondait celui-ci, je le vois. Ah, monsieur, il a engraissé. Vous croyez? Oui, j'en suis sûr. Je crois bien, rien ne le gêne. Et certainement, quoi qu'on en dise, il doit rester de bons morceaux dans la maison. De bons morceaux, dites-vous? Dame, monsieur de Balsamo a disparu trop tôt pour n'avoir pas oublié quelque chose. Et voisin, quand une maison est à moitié brûlée, que voulez-vous qu'on y oublie? Au fait, voisin, vous pourriez bien avoir raison. Et, après avoir de nouveau regardé le rat, on se séparait effrayé d'en avoir tant dit sur une matière si mystérieuse et si délicate. En effet, depuis l'incendie de cette maison, ou plutôt d'une partie de la maison, Balsamo avait disparu. Nulle réparation ne s'était faite, l'hôtel avait été abandonné. Laissons-le surgir tout ombre et tout humide dans la nuit, avec ses terrasses couvertes de neige et son toit échancré par les flammes. Ce vieil hôtel près duquel nous n'avons pas voulu passer sans nous arrêter. Devant lui comme devant une vieille connaissance, puis, traversant la rue pour passer de gauche à droite, regardons, attenant à un petit jardin fermé par un grand mur, une maison étroite et haute, qui s'élève pareille à une longue tour blanche sur le fond gris bleu du ciel.
l'incendie. Le dernier étage de la maison se perdrait inaperçu dans l'espace, sans un rayon de lumière qui rougit de fenêtres sur 3 qui composent la façade. Les autres étages sont mornes et sombres. Les locataires dorment-ils déjà? Économisent-ils dans leur couverture et la chandelle si chère et le bois si rare cette année? Toujours est-il que les 4 étages ne donnent pas signe d'existence, tandis que le 5e non seulement vit, mais encore rayonne avec une certaine affection. Frappons à la porte, montons l'escalier sombre, il finit à ce 5e étage où nous avons affaire. Une simple échelle posée contre le mur conduit à l'étage supérieur. Un pied de biche pend à la porte, un paillasson de natte et une patère de bois meublent l'escalier. La première porte ouverte, nous entrerons dans une chambre obscure et nue. C'est celle dont la fenêtre n'est pas éclairée. Cette pièce sert d'antichambre et donne dans une seconde dont l'ameublement et les détails méritent toute notre attention. Du carreau au lieu de parquet, des portes grossièrement peintes, 3 fauteuils de bois blanc garnis de velours jaune, un pauvre sofa dont les coussins ondulent sous les plis d'un amaigrissement produit par l'âge. Les plis et la flaccidité sont les rides et l'atonie d'un vieux fauteuil. Jeune, il rebondissait, et chatoyé, hors d'âge, il suit son hôte au lieu de le repousser. Et quand il a été vaincu, c'est-à-dire lorsqu'on s'est assis dedans, il crie. 2 portraits pendus au mur attirent d'abord les regards. Une chandelle et une lampe, placées l'une sur un guéridon à 3 pieds, l'autre sur la cheminée, combinent leur feu de manière à faire de ces 2 portraits 2 foyers de lumière. Toqué sur la tête, figure longue et pâle, œil mat, barbe pointue, fraise au col. Le premier de ces portraits se recommande par sa notoriété. C'est le visage héroïquement ressemblant de Henri III, roi de France et de Pologne. Au-dessus se lit une inscription tracée en lettres noires sur un cadre mal doré. Henri de Valois. L'autre portrait, doré plus récemment, aussi frais de peinture que l'autre est suranné, représente une jeune femme à l'œil noir, au nez fin et droit, aux pommettes saillantes, à la bouche circonspecte. Elle est coiffée, ou plutôt écrasée d'un édifice de cheveux et de soieries, près duquel le toquet de Henri III prend les proportions d'une taupinière près d'une pyramide. Sous ce portrait se lit également en lettres noires Jeanne de Valois. Et si l'on veut, après avoir inspecté l'âtre éteint, les pauvres rideaux de siamoise du lit recouverts de damas verjaunies, si l'on veut savoir quel rapport ont ces portraits avec les habitants de ce 5e étage, il n'est besoin que de se retourner vers une petite table de chêne sur laquelle, accoudée du bras gauche, une femme simplement vêtue révise plusieurs lettres cachetées et en contrôle les adresses. Cette jeune femme est l'original du portrait. À 3 pas d'elle, dans une attitude semi-curieuse, semi-respectueuse, une petite vieille suivante, de 60 ans, vêtue comme une duègne de Creuse, attend et regarde. Jeanne de Valois, disait l'inscription. Mais alors, si cette dame était une Valois, comment Henri III, le roi sybarite, le voluptueux Fraisé, supportait-il, même en peinture, le spectacle d'une misère pareille, lorsqu'il s'agissait non seulement d'une personne de sa race, mais encore de son nom? Au reste, la dame du 5e ne démentait point, personnellement, l'origine qu'elle se donnait. Elle avait des mains blanches et délicates qu'elle réchauffait de temps en temps sous ses bras croisés. Elle avait un pied petit, fin, allongé, chaussé d'une pantoufle de velours encore coquette, et qu'elle essayait de réchauffer aussi en battant le carreau luisant et froid comme cette glace qui couvrait Paris. Puis, comme la bise sifflait sous les portes et par les fentes des fenêtres, la suivante secouait tristement les épaules et regardait le foyer sans feu. Quant à la dame maîtresse du logis, elle comptait toujours les lettres et lisait les adresses. Puis, après chaque lecture d'adresse, elle faisait un petit calcul. Madame de Misérie, murmura-t-elle, première dame d'Adour de Sa Majesté, il ne faut compter que de ce côté que 6 louis, car on m'a déjà donné. Et elle poussa un soupir. Madame Patrix, femme de chambre de Sa Majesté, 2 louis. Monsieur d'Ormesson, une audience. Monsieur de Calonne, un conseil. Monsieur de Rohan, une visite. Et nous tâcherons qu'il nous la rende, fit la jeune femme. Nous avons donc, continua-t-elle du même ton, de psalmodie, 8 louis assurés d'ici à 8 jours. Et elle leva la tête. Dame Clotilde, dit-elle, mouchez donc cette chandelle. La vieille obéit et se remit en place, sérieuse et attentive. Cette espèce d'inquisition
résister. Elle céda, grondant doucement, comme font les personnes qui, par une cause quelconque, ont laissé prendre sur elles par des inférieurs des droits qui ne devraient pas leur appartenir. Puis elle se remit à son calcul. 8 louis, sur lequel j'en dois 3 dans le quartier. Elle prit la plume et écrivit 3 louis, 5 promis à monsieur de la Motte pour lui faire supporter le séjour de Bar-sur-Aube. Pauvre diable, notre mariage ne l'a pas enrichi, mais patience. Et elle sourit encore, mais en se regardant cette fois dans un miroir placé entre les 2 portraits. Maintenant, continua-t-elle, course de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Course 1 louis. Et elle écrivit ce nouveau chiffre à la colonne des dépenses. La vie maintenant pour 8 jours, 1 louis. Elle écrivit encore. Toilette, fiacre, gratification aux Suisses des maisons que je sollicite, 4 louis. Est-ce bien tout? Additionnons. Mais, au milieu de son indiction, elle s'interrompit. On sonne, vous dis-je. Non, madame, répondit la vieille, engourdie à sa place. Ce n'est pas ici, c'est dessous au 4e. 4, 6, 11, 14 louis, 6 de moins qu'il n'en faut, et toute une garde-robe à renouveler, et cette vieille brute à payer pour la congédier. Puis, tout à coup, mais je vous dis qu'on sonne, malheureuse, s'écria-t-elle en colère. Et cette fois, il vous l'avouait, l'oreille la plus indocile n'eût pu se refuser à comprendre l'appel extérieur. La sonnette, agitée avec vigueur, frémit dans son angle et vibra si longtemps que le battant frappa les parois d'une douzaine de chocs. À ce bruit, et tandis que la vieille, réveillée enfin, courait à l'antichambre, sa maîtresse, agile comme un écureuil, enlevait les lettres et les papiers épars sur la table, jetait le tout dans un tiroir et, après un rapide coup d'œil lancé sur la chambre pour s'assurer que tout y était en ordre, prenait place sur le sofa dans l'attitude humble et triste d'une personne souffrante mais résignée. Seulement, hâtons-nous de le dire, les membres seuls se reposaient, l'œil actif, inquiet, vigilant, interrogeait le miroir, qui reflétait la porte d'entrée, tandis que l'oreille aux aguets se préparait à saisir le moindre son. La duègne ouvrit la porte et l'on entendit murmurer quelques mots dans l'antichambre. Alors, une voix fraîche et suave, et cependant empreinte de fermeté, prononça ces paroles. « Est-ce ici que demeure madame la comtesse de la Motte ?» Madame la comtesse de la Motte Valois, répéta en nasillant Clotilde. « C'est cela même, ma bonne dame. Madame de la Motte est-elle chez elle ?»« Oui, madame est trop souffrante pour sortir. » Pendant ce colloque, dont elle n'avait pas perdu une syllabe, la prétendue malade, ayant regardé dans le miroir, vit qu'une femme questionnait Clotilde, et que cette femme, selon toutes les apparences, appartenait à une classe élevée de la société. Elle quitta aussitôt le sofa et gagna le fauteuil afin de laisser le meuble d'honneur à l'étrangère. Pendant qu'elle accomplissait ce mouvement, elle ne put remarquer que la visiteuse s'était retournée sur le palier et avait dit à une autre personne restée dans l'ombre. « Vous pouvez entrer, madame, c'est ici. » La porte se referma, et les 2 femmes que nous avons vues demander le chemin de la rue Saint-Claude venaient de pénétrer chez la comtesse de la Motte Valois. « Qu'y faut-il que j'annonce à madame la comtesse ?» demanda Clotilde en promenant curieusement, quoique avec respect, la chandelle devant le visage des 2 femmes. « Annoncez une dame des bonnes œuvres, dit la plus âgée. De Paris. Non, de Versailles. » Clotilde entra chez sa maîtresse, et les étrangères, la suivant, se trouvèrent dans la chambre éclairée au moment où Jeanne de Valois se soulevait péniblement de dessus son fauteuil pour saluer très civilement ses 2 hôtesses. Clotilde avança les 2 autres fauteuils afin que les visiteuses eussent le choix, et se retira dans l'antichambre avec une sage lenteur qui laissait deviner qu'elle suivrait derrière la porte la conversation qui allait avoir lieu. Le premier son de Jeanne de la Motte, lorsqu'elle put désemer lever les yeux, fut de voir à quel visage elle avait affaire. La plus âgée des 2 femmes pouvait, comme nous l'avons dit, avoir de 30 à 32 ans, et elle était d'une beauté remarquable, quoiqu'un air de hauteur répandu sur tout son visage dût naturellement ôter à sa physionomie une partie du charme qu'elle pouvait avoir. Du moins, Jeanne en jugea ainsi par le peu qu'elle aperçut de la physionomie de la visiteuse. En effet, préférant un des fauteuils au sofa, elle s'était rangée loin du jet de lumière qui s'élançait de la lampe, se reculant dans un coin de la chambre et allongeant au-devant de son front la calèche de taffetas ouaté de son mantelet, laquelle, par cette disposition, projetait une ombre sur son visage. Mais le port de la tête était si fier, l'œil si vif et si naturellement dilaté,
voisins suaves à qui la nature avait donné la franchise et à qui l'éducation et l'étiquette avaient donné la discrétion. Un nez qui, pour la forme, n'eut rien à envier à celui de la Vénus de Médicis. Voilà ce que saisit le rapide coup d'œil de Jeanne. Puis, en s'égarant encore à d'autres détails, la comtesse put remarquer dans la plus jeune des deux femmes une taille plus fine et plus flexible que celle de sa compagne, une poitrine plus large et d'un galbe plus riche. Enfin, une main aussi potelée que celle de l'autre dame était à la fois nerveuse et fine. Jeanne de Valois fit toutes ces remarques en quelques secondes, c'est-à-dire en moins de temps que nous n'en avons mis pour les consigner ici. Puis, ces remarques faites, elle demanda doucement à quelle heureuse circonstance elle devait la visite de ces dames. Les deux femmes se regardaient, et sur un signe de l'aînée, « Madame, dit la plus jeune, car vous êtes mariée, je crois. J'ai l'honneur d'être la femme de monsieur le comte de la Motte, madame, un excellent gentilhomme. Eh bien, nous, madame la comtesse, nous sommes les dames supérieures d'une fondation de bonnes œuvres. On nous a dit, touchant votre condition, des choses qui nous ont intéressées, et nous avons en conséquence voulu avoir quelques détails précis sur vous et sur ce qui vous concerne. » Jeanne attendit un instant avant de répondre. « Mesdames, dit-elle en remarquant la réserve de la seconde visiteuse, vous voyez là le portrait de Henri III, c'est-à-dire du frère de mon aïeul, car je suis bien véritablement du sang des Valois, comme on vous l'a dit sans doute. » Et elle attendit une nouvelle question en regardant ses hôtesses avec une sorte d'humilité orgueilleuse. « Madame, interrompit alors la voix grave et douce de l'aînée des deux dames, est-il vrai, comme on le dit, que madame votre mère était des concierges d'une maison nommée Fontette, sise auprès de Bar-sur-Seine? » Jeanne rougit à se souvenir, mais aussitôt. « C'est la vérité, madame, répliqua-t-elle sans se troubler. Ma mère était la concierge d'une maison nommée Fontette. »« Ah, fit l'interlocutrice. Et comme Marie-Joselle, ma mère était d'une rare beauté, poursuivit Jeanne. Mon père devint amoureux d'elle et l'épousa. C'est par mon père que je suis de race noble. Madame, mon père était à Saint-Rémy de Valois, descendant direct des Valois qui ont régné. »« Mais comment êtes-vous descendue à ce degré de misère, madame ?» demanda la même dame qui avait déjà questionné. « Hélas, c'est facile à comprendre. J'écoute. Vous n'ignorez pas qu'après l'avènement de Henri IV, qui fit passer la couronne de la maison des Valois dans celle des Bourbons, la famille déchue avait encore quelques rejetons, obscurs sans doute, mais incontestablement sortis de la souche commune aux quatre frères, qui tous quatre périrent si fatalement. » Les deux dames firent un signe qui pouvait passer pour un assentiment. « Or, continua Jeanne, les rejetons des Valois, craignant de faire ombrage malgré leur obscurité, à la nouvelle famille royale, changèrent leur nom de Valois en celui de Rémy, emprunté du notaire, et on les retrouve, à partir de Louis XIII, sous ce nom, dans la généalogie jusqu'à l'avant-dernier Valois, mon aïeul, qui, voyant la monarchie affermie et l'ancienne branche oubliée, ne crut pas devoir se priver plus longtemps d'un nom illustre, son seul apanage. Il reprit donc le nom de Valois et le traîna dans l'ombre et la pauvreté, au fond de sa province, sans que nul, à la cour de France, songeât que, hors du rayonnement du trône, végétait un descendant des anciens rois de France, sinon les plus glorieux de la monarchie, du moins les plus infortunés. Jeanne s'interrompit à ces mots. Elle avait parlé simplement et avec une modération qui avait été remarquée. « Vous avez sans doute vos preuves en bon ordre, madame, dit l'aînée des deux visiteuses avec douceur, et en fixant un regard profond sur celle qui se disait la descendante des Valois. « Oh, madame, répondit celle-ci avec un sourire amer, les preuves ne manquent pas. Mon père les avait fait faire, et en mourant me les a laissées toutes, à défaut d'autre héritage. Mais à quoi bon les preuves d'une inutile vérité ou d'une vérité que nul ne veut reconnaître? Votre père est mort, demanda la plus jeune des dames. Hélas, oui. En province? Non, madame. À Paris alors? Oui. Dans cet appartement? Non, madame. Mon père, baron de Valois, petit-neveu du roi Henri III, est mort de misère et de faim. Impossible, s'écrièrent à la fois les deux femmes. Et non pas ici, continua Jeanne, non pas dans ce pauvre réduit, non pas sur son lit. Ce lit fut-il un grabat? Non, mon père est mort côte à côte des plus misérables et des plus souffrants. Mon père
si simple et si naturel à la fois, rien de ce qui caractérise le charlatanisme ou la vulgarité. Elle reprit la parole. D'après ce que vous me dites, madame, vous avez éprouvé de bien grands malheurs, et la mort de monsieur votre père surtout. Oh, si je vous racontais ma vie, madame, vous verriez que la mort de mon père ne compte pas au nombre des plus grands. Comment, madame, vous regardez comme un moindre malheur la perte d'un père, dit la dame en fronçant le sourcil avec sévérité. Oui, madame, et en disant cela, je parle amphibieux,